Bonjour à tous, c'est AT. Après avoir publié la version en anglais hier du combat entre le Mirage 2000 grec et le F-16 turc, sorti apparemment le 3 mai dernier, c'est le moment de le faire en français. Comme vous savez, on a une chaîne qui a pour vocation d'être bilingue. 100% du contenu disponible en anglais et en français avant la fin du mois de mai. Pas mal de travail, c'est le côté un petit peu canadien. Ça vous permettra de travailler votre anglais si vous aimez bien ça, et sinon, ça donne juste plus de contenu. Pourquoi? Parce que mes vidéos sont légèrement différentes entre la version anglaise et la version française à chaque fois. Avant de trahir plus de secrets, c'est parti! Grèce, Turquie, bon, on sait que c'est en Europe, je ne sais pas à quel point vous maîtrisez votre géographie. En faisant un petit peu mes recherches, moi je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus près que ce qu'on pouvait croire. L'histoire entre ces deux pays est assez mouvementée, et afin de vraiment bien comprendre de quoi on parle, à chaque fois, vous le savez, j'aime bien prendre du recul. Le recul physique aime le recul intellectuel. Là, on va faire quoi? On va faire un recul physique d'antan, on va venir regarder un petit peu ce qui s'est passé les années, les décennies, voire les millénaires avant. Et pourquoi est-ce qu'on a des îles grecques qui sont aussi proches de la Turquie, ou pourquoi la Turquie est aussi proche de la Grèce? Parce qu'on parle de quelques kilomètres seulement. Donc là, sur le point rouge, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où apparemment l'hélicoptère d'un haut représentant de la Grèce a été a été embêté par des chasseurs turcs. C'est vraiment à quelques kilomètres, à rien du tout de leur pays. Donc là, on voit un petit peu la vision avec la vue satellite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner encore plus en arrière. C'est dans la mer Égée. Et est-ce que vous savez pourquoi on dit la mer Égée? Eh bien, on dit la mer Égée parce que il y avait un roi qui s'appelle Égée, forcément, et il avait son fils, Thésée, qui est parti combattre le Minotaure en Crète. Il est parti combattre le Minotaure en Crète. Sa mission, c'est là qu'il a rencontré Ariane, le fil d'Ariane, toutes ces choses-là. Je peux vous faire un énorme cours de mythologie, mais je vous invite à regarder pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne connaissez pas le fil d'Ariane, eh bien ça vient de là. La légende de Thésée, Thésée qui tue le Minotaure, Thésée qui monte dans son bateau, et Thésée qui rentre à Athènes, tout content. Ils font un peu la fête sur le bateau. Pourquoi? Parce qu'on a battu le Minotaure, on n'avait aucune chance d'y arriver, on a réussi, et qu'est-ce qu'on fait? On met une voile noire sur le bateau. Or, il avait été convenu à l'avance entre le roi Égée et l'équipage que si Thésée était victorieux, il fallait mettre une voile blanche. Si Thésée était tué par le Minotaure, il fallait mettre une voile noire. L'équipage met une voile noire. Égée, qui est, d'après la version, soit à l'acropole, soit au bord d'une falaise, voit la voile noire, se dit « ça y est, mon fils est mort ». De chagrin, il se jette dans la mer qui devient la mer Égée. Voilà, on a appris quelque chose en mythologie aujourd'hui. Donc pourquoi la mer Égée? À cause de ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi un pilote de chasse qui a écrit un bouquin sur le débriefing vous parle de ça? Parce qu'ils avaient briefé que si le Minotaure était tué, que si Thésée survivait, c'était voile blanche. Le briefing, c'était ça. Et ils ont fait quoi? Ils ont mis une voile noire. Résultat, problème de compréhension, il y a eu des morts. C'est pour ça qu'on briefe ce qu'on fait, mais surtout qu'on fait ce qu'on briefe. Donc la prochaine fois, réfléchissez à Thésée, réfléchissez à Égée, on fait ce qu'on briefe, c'est très important. Voilà, c'était le message développement personnel business de la vidéo. On continue en regardant les vues depuis la côte turque. Là, on voit des vues depuis la côte turque et ce qu'on voit au fond, c'est des îles grecques. Donc encore une fois, on est très proche. Donc il y a forcément des grandes tensions. Là, on voit bien sur la partie que les îles sont très proches. Il y a eu une guerre entre les Grecs et les Turcs entre 1919 et 1922. L'effondrement de l'Empire ottoman, forcément, les Ottomans ont un peu perdu la Première Guerre mondiale. Du coup, derrière, il y a eu des petits soucis en termes de répartition territoriale. Ce qui fait qu'il y a des tensions entre ces deux pays. En 1992, un Mirage F1 a été perdu lors d'une interception contre du F-16 turc. En 1995, F-16 contre F-16, également d'interception, et ça s'est mal passé. En 1996, un Mirage 2000 grec a ouvert le feu avec un Magic 2, missile infrarouge, un Fox 2, missile autoguidé d'interception et de combat. J'ai eu la chance d'en tirer pas mal à l'entraînement, pour ma part, par temps de guerre. C'était pas de la guerre, c'est de la crise, donc pas en interception réelle. Et il a battu un F-16D biplace, et un des deux membres d'équipage turc est décédé. En 2006, Midair, une Midair c'est quoi? C'est une collision en vol dans une interception entre deux F-16 grecs et turcs.
Et en 2018, un Mirage 2000 grec s'est écrasé lors du retour d'une interception sur alerte. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus de 3000 violations de la souveraineté des eaux territoriales grecques d'après ces derniers. Donc c'est vraiment quelque chose qui a lieu de manière régulière, de manière journalière. Donc, si vous regardez les articles de presse, vous verrez que des fois ça peut arriver 50 fois par jour. Il faut comprendre que c'est vraiment très proche. Donc pour les Grecs, pour les Turcs qui sont du côté Grèce, il faut faire attention en fait de ne pas rentrer dans l'espace territorial grec. L'idée ici, c'est pas de faire la politique, ça va être d'étudier ces images qui apparemment viennent du 3 mai. Je dis bien apparemment parce que j'ai pas de preuve que ça vient vraiment du 3 mai. Donc on va étudier ces images qui sont disponibles partout sur internet. N'hésitez pas à regarder. Moi je vais m'intéresser aux screenshots. Donc les screenshots, qu'est-ce qu'on voit? On voit le head-up display, la VTH, visualisation tête haute d'un Mirage 2000-5 grec. Et là, il est clairement sur le dos, comme ça, en train de descendre. Donc en fait, il vient coiffer. C'est-à-dire qu'on avait l'avion turc qui est en bas, le F-16 turc, et on a notre Mirage 2000, alors je sais c'est un Rafale, notre Mirage 2000 qui arrive quasiment face à face, qui vient se mettre sur le dos et qui vient descendre comme ça, faire un split S. Un split S, c'est le nom donné pour ce type de figure, c'est un Immelmann inversé. Un Immelmann, vous faites ça, vous faites un demi-tonneau. Le split S, c'est dans le sens, vous partez en haut avec pas trop de vitesse, donc vous avez des soucis, et vous tirez sur manche et vous descendez comme ça vers votre adversaire. Donc on a notre Mirage 2000 grec qui arrive de manière très agressive. On voit le carré, là, une sorte de grand carré, c'est l'autodirecteur du missile infrarouge qui recherche dans cette zone-là. On voit qu'en termes de vitesse, il est à des vitesses assez faibles. Normal, il va partir nez bas à 25 000 pieds, donc un peu plus bas qu'un avion de ligne. Et il est dans une manœuvre très agressive, donc une sorte de retournement dans le plan vertical vers le bas. Et il a visuel déjà de son adversaire. Lose sight, lose the fight. Si tu perds de vue l'adversaire, de toute façon, tu vas perdre le combat. Là, on voit quoi? On voit que le taux directeur du missile infrarouge est accroché sur le F-16. Pas une situation d'avenir pour ce dernier. Et on voit une grande traînée derrière. Alors cette grande traînée, qu'est-ce que c'est? Il y a deux théories. La première théorie, ça serait le largage d'un leurre infrarouge, peu probable vu la traînée, mais je préfère quand même le dire. Ce qui est le plus logique, ça serait un grand coup de gaz de la part du pilote de F-16. Quand vous faites des grands mouvements au niveau des gaz, des fois, il y a des excédents de pétrole ou autre, et ça peut faire cette traînée. Vous avez du pétrole qui n'est pas consommé, qui est directement propulsé dans les airs. Ce n'est pas de la vidange. C'est une sorte de trop-plein et le pétrole sort. Donc ça peut faire des fois avec ces avions de cette génération, vous faites des grandes manœuvres de gaz, ça peut créer ce genre de traînée derrière. Donc il y a de grandes chances qu'en fait, le pilote de F-16 à ce moment-là voit ou a l'information qu'il y a le Mirage 2000 qui lui tombe dessus. Gros mouvement de manette des gaz, du coup grosse arrivée de pétrole vers le moteur et boum, on a cette espèce de traînée. Donc, on a notre avion, notre Mirage 2000 qui est en train de descendre. Donc là, maintenant, on est à 24 000 pieds. Vitesse en accélération, il est plutôt en arrière sur les gaz, je pense. Il continue d'accélérer, mais il est quand même en arrière sur les gaz. Ce que vous voyez sur le côté, au niveau du rond, c'est un répétiteur de son horizon artificiel. En vert, c'est la Terre, donc il est clairement né vers le bas, en train de foncer vers le sol, avec le tali du F-16 adverse. Il passe en conduite de tir RR. On voit qu'il a fait au niveau des caps, il était initialement sur un cap plutôt est, là maintenant il est plutôt vers l'ouest, il a fait demi-tour. Donc au niveau de l'horizon, pouf, on a un changement complet au niveau des caps de quasi 180 degrés. Il est en train d'arriver dans une position de tir parfaite derrière son adversaire, avec la conduite de tir canon qui est enclenchée, mais pas d'accrochage radar. Il a un accrochage Magic 2 passif, un accrochage de ses missiles infrarouges, mais il n'a pas d'accrochage radar. Il est en train de se rapprocher, il est dans une position extrêmement offensive et le F-16 lui voit arriver un avion. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur le manche, il essaie de venir contrer la manœuvre du Mirage 2000 en tirant pour éloigner sa control zone dont j'ai parlé dans les vidéos de combat aérien. Là maintenant on a le F-16 qui est toujours en train de monter, on a le Mirage 2000 qui s'est glissé sans aucune difficulté dans sa control zone, qui est à 290 nœuds, qui est dans une position complètement offensive, qui a bien géré son énergie, qui n'a pas trop pris de vitesse, parce qu'il savait que le F-16 allait monter et dégrader son énergie. Et là on a jam. Alors jam, pourquoi on peut avoir jam? C'est un signe de brouillage. On est très proche du F-16, il y a un environnement électromagnétique qui est assez puissant. D'après certaines sources, il semblerait que les Turcs fassent également pas mal de brouillage lors des moments où ils se rapprochent des côtes grecques.
Donc c'est possible qu'il y ait une multitude de facteurs pour expliquer ce jamming. Néanmoins, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un brouillage sévère, c'est perçu comme un acte de guerre. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Mais encore une fois, vu la distance à laquelle on est de l'adversaire, avant on n'avait pas de jam, là on se rapproche, on a du jam. C'est possible que ce soit les systèmes embarqués du Mirage 2000 qui décident que là ils sont passés à un certain seuil, donc ils s'affichent en jam, alors qu'en fait c'est juste l'environnement électromagnétique qui est extrêmement dense. On a le Mirage 2000, on a le F16, on a une multitude de capteurs quand on est dans une bulle de quelques centaines de mètres, et là ils sont à 300 mètres maximum, qu'il y ait ce jam qui remonte. Donc ne pensez pas forcément qu'à cause de ce jam, le F16 est en train de brouiller. Encore une fois, on ne brouille pas n'importe comment en tant que pilote de chasse. Si vous faites du brouillage face à un avion qui vous intercepte, cela peut être considéré comme un acte de guerre. Donc faites attention à ce que vous faites quand vous prenez votre avion de chasse la prochaine fois. Mais blague à part, quand on est proche comme ça, voilà, à prendre avec des pincettes. Personnellement, je pense que c'est dû à l'environnement électromagnétique, sinon on aurait peut-être vu du jam avant. Très bien. Maintenant, une fois que notre Mirage 2000 est arrivé derrière, on a le F16, mais le F16, qu'est-ce qu'il peut faire? Le F16, en fait, il est un petit peu embêté. Pourquoi? Tout simplement parce que il a plus d'énergie. Il est monté, lui, il a fait une sorte d'Immelman, et là, ah zut, j'ai le Mirage 2000 qui est toujours agressif sur moi, qui est dans une superbe situation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ce qu'on appelle un defensive turn, un break turn. Il est poursuivi, et là, il fait hop, 70 degrés ou 60 degrés d'inclinaison, et je tire sur le manche, probablement plein réduit au niveau des gaz. Pourquoi? Parce que tu veux mitiguer ta signature infrarouge. Il ne leurre pas, il n'envoie pas de flares. Les flares, ce sont ces leurres infrarouges, pour plein de raisons dont on parlera. C'est très agressif d'envoyer des flares. Apparemment, ils le font régulièrement quand même. Là, dans ce cas-là, il ne le fait pas. Soit il en a plus, soit il estime que c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il croit même pas en ce pseudo dogfight. Mais il ne fait pas ça jusqu'au bout. Généralement, quand on fait un defensive turn, on vient flairer. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on a ce defensive turn. Il vient donc essayer d'utiliser le plan vertical, l'énergie potentielle de pesanteur, pour se refaire de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il a dégradé son énergie cinétique en montant. Là, maintenant, il se retrouve embêté. Il a plus trop de vitesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il part en un cercle, mais là c'est pas vraiment possible, le 2000 est trop offensif, trop derrière, donc il fait ce qu'il peut, il vient récupérer de l'énergie pour essayer de se redonner des portes de sortie. Il pourrait le faire de manière plus agressive. Je pense que le niveau supérieur dans un cas comme ça aurait été de partir plus en demi-boucle vers le bas. Ça aurait pu un peu plus gêner le Mirage 2000, ça aurait pas fait un grand... trop gêné je pense quand même, mais ça l'aurait un peu plus gêné. Le fait qu'il parte comme ça, c'est assez classique, c'est classique, ça fait un peu élève pilote. On va dire, ça fait pas preuve d'un sens tactique hors du commun. C'est du grand classique, il vient refermer comme ça. Voilà, ça fait un petit peu répétition de gamme de pilote de chasse, mais vraiment rien d'extraordinaire à rajouter là-dessus. Il vient faire ça. Comme je vous le dis, il y a un niveau d'agressivité un peu plus élevé qui est possible. Mais en faisant ça, il sait très bien que vu la position du Mirage 2000, c'est quasi impossible que le Mirage 2000 loupe. Ce pourquoi là je voudrais juste préciser quelque chose. Si on inverse les avions, imaginons un 2000 turc à la place du F-16 et que c'est un F-16 grec, ce que je veux dire par là, c'est qu'on inverse les rôles en termes d'aéronef. Vu la géométrie, en fait, le type d'avion, personnellement, et c'est mon avis personnel, ne vient rien changer. On arrive avec une manœuvre tellement by the book, tellement parfaite, tellement Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est coiffer l'adversaire, on arrive, on tombe directement derrière, il nous voit tard, il commence à réagir. Avec quasiment n'importe quel type d'avion, même un MiG-21, là, le résultat aurait été le pilote qui arrive par en haut, réussit à se mettre dans la control zone. On va en reparler après, mais là, vraiment, il y a une énorme erreur, si c'est considéré comme une erreur, de se laisser intercepter comme ça. En termes de réaction, il a réagi beaucoup trop tard, le F-16. Volontaire, pas volontaire, on en parlera plus tard. Mais là, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les qualités, même sur un combat aussi court de l'aéronef, sont secondaires par rapport à la manœuvre qui est quasi parfaite, d'arriver par le haut, par derrière comme ça. Donc là on se retrouve avec un F-16 qui a plus d'énergie, c'est un monomoteur, ça n'a pas une énergie monstrueuse non plus, même s'il met plein gaz, et je ne vois pas la post-combustion, j'ai même un doute sur le fait qu'il mette la post-combustion. Après c'est pas forcément évident à voir avec la qualité d'image. Il est peut-être que plein gaz sec, ou alors comme je vous ai dit, là, à ce moment-là, il a sûrement mis plein réduit,
pour réduire sa signature infrarouge. Néanmoins, le missile infrarouge l'accroche quand même. Donc on a maintenant notre F-16 qui est dans un High Defensive Turn. On a notre Mirage 2000 qui délaie un tout petit peu son virage. Si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il délaie de 0,5-0,7 secondes avant de partir le suivre. Encore une fois, c'est pour éviter de faire trop de lead, pour éviter de passer trop devant. Je vous renvoie vers les vidéos où j'explique le dogfight du week-end dernier. Il vient bien rester derrière, donc une maîtrise parfaite de la part du pilote du Mirage 2000. C'est peut-être Iceman dedans, hein. Il fait aucune erreur, moi je trouve, sur ces quelques secondes de combat. Donc c'est très propre, très professionnel. Et là maintenant on a notre F-16 qui voit bien qu'il n'a aucune chance, qui continue son virage défensif. On est à peu près à 45 à 60 degrés nez bas, ce qui est agressif sans plus, hein. Ils sont quand même à 15 000 pieds, donc il y a de l'altitude en dessous. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut aller un petit peu plus au-dessus. On est à basse vitesse, on a 15 000 pieds sous la quille, on pourrait partir beaucoup plus agressivement dans le plan vertical. Là, il se bat pas à 100%. Il ne max performe pas à 100% sur son aéronef, mais on est quand même dans les 90% si je devais donner un chiffre, on est dans les 90% de ce qu'on peut faire avec l'avion. Très bien, notre F-16 est en train de descendre. Bon, là, il se fait découper virtuellement une multitude de fois par Mirage 2000, qui a des échanges avec son leader. Apparemment, son leader fait la même chose avec un autre F-16, on va en parler un peu après. Et le F-16 commence gentiment à remettre les ailes à plat, puis partir en virage dans l'autre sens. En fait, le F-16 n'y croit plus trop. Il commence gentiment à récupérer de manière très souple, non agressive, une trajectoire plus rectiligne horizontale, en mode tout va bien, je m'en vais gentiment. Là, ce que je vous ai mis, c'est une reconstitution avec le software DCS, Digital Combat Simulator, avec un Mirage 2000. Donc c'est ça, on part sur un speed test, on passe sur le dos, on tire sur le manche, ça descend. Là, je suis un tout petit peu lent, il était un peu plus rapide, donc normalement, il n'y aurait pas autant d'aigrettes. Et on arrive par derrière sur l'adversaire qui se fait surprendre, qui n'a d'autre choix que d'essayer de vous contrer dans le plan vertical, pour vous rappeler la contre-zone qui est derrière, essayer de retirer la contre-zone. Donc dans un premier temps, le F-16, lui, il a essayé de contrer dans le plan vertical, et après il a fait ce que je viens de vous montrer là, un defensive break turn, où il part comme ça. Notre 2000, lui, délaie un tout petit peu son virage, puis vient suivre le F-16 pour faire ce qu'on appelle du peeper-on tracking. Il met ses conduites de tir sur le F-16, et il a une multitude de tirs possibles. Donc en temps d'entraînement, le F-16 est mort une multitude de fois. Donc ça, c'est la vidéo, c'est ces 45 secondes, ce qu'on peut en dire. Maintenant, ce qu'il faut, encore une fois, je vous ai parlé de mythologie tout à l'heure, on va prendre un peu de recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils sont retrouvés dans cette situation. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chasseur, c'est non seulement ces 45 secondes, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Comment est-ce que le F-16 se retrouve dans une situation aussi défensive? C'est presque bizarre, j'ai envie de dire. Donc, il semblerait qu'il y avait deux F-16 de Mirage 2000. Il semblerait, au vu des conversations radio, qu'on ait les deux combats en même temps, deux single fight, deux combats séparés, un contre un, où à chaque fois les 2000 mettent dans leur viseur les F-16. Alors il semblerait que les F-16 avaient des bidons, néanmoins c'est intéressant. Donc peut-être que les F-16 étaient occupés à faire autre chose, avaient des mauvaises informations, n'ont pas entendu arriver les Mirage 2000 par le contrôle ou autre. Ils se sont fait surprendre, c'est une possibilité. Peut-être que les F-16 avaient simulé des tirs missiles longue portée bien avant l'arrivée des 2000 et se sont dit, bah, de toute façon, pour nous, ils sont traités, il n'y a pas de souci. Peut-être que les F-16 avaient une mission, on n'avait rien à faire. Peut-être que les F-16 se sont fait surprendre. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Mais ce qui est intéressant, moi, je m'arrête au fait. L'effet, c'est 7 cassettes, 45 secondes. Qu'est-ce qu'on voit? Un Mirage 2000 qui arrive par au-dessus, qui tombe sur un F-16. Le F-16, comme là je suis en train de vous montrer, qui réagit, qui contre en essayant de bouger sa contre-zone loin du 2000 qui est en train de lui arriver par en haut, qui voit que c'est loupé, qui n'arrive avec plus d'énergie. Zut, j'ai dégradé toute mon énergie, je n'ai pas le choix, je pars en defensive turn, je pars 70 degrés d'inclinaison, 40 à 60 degrés nez bas, je tente ma chance, le 2000 fait aucune erreur, il sait ce qu'il fait, il est parfaitement dans ma contre-zone, il prend des tirs canons. Bon bah qu'est-ce que je vais faire? À un moment on va arrêter les frais, je vais gentiment remettre les ailes à plat, gentiment repartir là où j'ai envie d'aller, et puis le 2000 a des belles images, très bien. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille un petit peu plus loin, on a vu ce jam, dont je vous ai dit que j'étais, voilà, pour moi il n'est pas vraiment important, mais ça vient nous parler, nous rappeler qu'il y a des règles d'engagement. Vous vous rappelez dans les autres vidéos, je vous parle de ROEs, Rules of Engagement. On est dans des situations là où on peut presque commencer une nouvelle guerre entre deux membres de l'OTAN. Je ne vous l'ai pas précisé, mais les Grecs et les Turcs, on est dans la même équipe. Moi j'ai déjà fait des exercices où il y avait des pilotes grecs et des pilotes turcs.
et nous on est au milieu, salut les gars, par exemple le NATO Tiger Meet. C'est quand même normalement la même équipe, même s'il y a ces petits soucis territoriaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter une escalade trop violente? On donne des consignes à nos équipages d'agressivité, mais on leur donne un cadre. On dit par exemple, tu peux te battre à 90% de tes capacités, tu peux te battre à 95%, mais tu vas pas chercher le 110. Si tu essayes de se faire chercher le 110, tu vas peut-être faire une bêtise, ça risque de mal se passer. On va peut-être dire à nos équipages, utilisez des flares ou n'utilisez pas de flares. Et là, ce qui m'intéresse, on va peut-être dire aux équipages, vous jammez ou vous ne jammez pas, ok? Mais aussi, et là ça semblerait être le cas, on va dire à nos équipages, vous n'accrochez pas radar quand vous êtes très proche des adversaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit clairement que la conduite de tir, c'est ce qu'on appelle le spaghetti. C'est une conduite de tir qui n'est pas accrochée radar. Le Mirage 2000 a complètement la capacité d'accrocher radar l'avion qui est juste devant lui. Donc pourquoi il n'a pas accroché radar? Deux options. Encore une fois, je ne sais pas la réalité. Je vous présente les deux options les plus probables d'après mon expérience de 13 ans de pilote de chasse dans la marine. Pour moi, les deux options les plus probables. Probabilité numéro 1, règle d'engagement, vous n'accrochez pas radar un avion turc quand vous êtes très proche, parce que ça voudrait dire en termes d'agressivité un cran au-dessus et en gros le dernier cran avant l'ouverture du feu, même si on peut abattre avant, hein. Mais là vraiment c'est très très agressif, donc vous ne le faites pas, c'est peut-être une consigne. Ou alors, deuxième option, une panne radar, d'habitude ils le font, et là le radar a été en panne et il ne l'a pas fait. Peu probable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre. Là, on voit un 45 secondes de dogfight. Les médias sont un énorme plaisir de vous dire engagement au-dessus de la mer Égée. Il y a un high ranking official, un VIP grec qui se fait embêter par des avions de chasse turcs. Du coup, les Grecs envoient les avions de chasse et les avions de chasse font un dogfight avec les Turcs. Et derrière, on a failli avoir la 8e guerre mondiale. Vous avez bien compris, je fais du second degré. Pourquoi je vous dis que c'est important de prendre du recul tout le temps? Parce que là, en fait, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit 45 secondes d'image, on ne sait pas de quand datent ces images, et ce qu'on voit, c'est un début de manœuvre agressive, très agressive de la part du Mirage 2000, qui surprend un F-16, de la communication à la radio qui a l'air d'être crédible, mais encore une fois, moi, je ne peux pas vous l'identifier, où il semblerait qu'il y ait une deuxième interception en cours, avec quasiment la même situation. Donc là, ce qu'on nous vend, c'est regarder 45 secondes de dogfight, qui n'en est pas vraiment un, c'est plus une punition qu'un dogfight, où on a des Mirage 2000 qui jump, qui sautent sur des F-16 turcs, qui font une manœuvre parfaite pour entrer dans leur control zone, et qui y restent, et qui pendant ce temps-là, ont la possibilité de faire du tir canon. On ne sait pas le contexte, on ne sait même pas l'endroit où c'est. Alors je sais que sur la vidéo anglaise, quand j'ai dit ça, on m'a dit « Ah ouais, mais c'est au-dessus de la mer, donc c'est forcément nos Grecs ». Bah regardez la carte, les Turcs, ils ont quand même un peu d'eau. J'abuse, je sais, il y a 9 chances sur 10, je pense, pour que ce soit au-dessus des eaux territoriales grecques. Néanmoins, ce que je veux vous amener, c'est à prendre du recul à chaque fois par rapport à ces informations, à regarder les faits. Et là, pour résumer les faits, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mirage 2000, un Mirage 2000 contre un F-16. C'est tout ce que je sais. Apparemment, c'était 2 contre 2, mais moi, pour moi, ce que je vois, c'est un Mirage 2000, un F-16. Une superbe approche du Mirage 2000, mais pendant son approche, au vu de la géométrie, il était sûrement, et quand je dis sûrement, c'est à 95% sûr, dans le volume des armes du F-16. C'était du face-à-face, même s'il y avait, comme on dit, du delta Z de latitude, il y a de grandes chances que le F-16 l'avait au radar. Alors, c'est possible, maintenant peut-être que le F-16 faisait autre chose, hein, il l'a pas vu. Mais il y a de grandes chances qu'il était dans un volume des espaces qui le rendait interceptable par un missile tiré par le F-16. Donc encore une fois, on fait attention. Là, on voit vraiment que la partie within visual range, fin de l'interception. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Il y a peut-être même d'autres avions de chasse qui avaient des accrochages radar sur le F-16. Je ne sais pas. Sur le 2000, pardon, je ne sais pas. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est ce 2000 qui fait passage d'eau. J'arrive, je te tombe dessus, je viens dans ta control zone. Pendant ce temps-là, tu me vois arriver, tu réagis. Ok, là, tu n'as plus d'options, tu pars vers le bas, c'est logique. Je te suis, je suis super agressif. Tu te retrouves bêtement... complètement maîtrisé, et ben tu t'en rends compte, tu remets les ailes à plat et tu pars. Voilà ce qu'on voit. Très propre de la part du grec, je suis pas étonné, ce sont des pilotes très compétents. Donc très belle utilisation du Mirage 2000. Mirage 2000 contre F-16, commencez pas à me mettre dans les commentaires, enfin vous pouvez, je m'en fiche, mais commencez pas à me mettre dans les commentaires, ah bah le 2000 est 100 fois meilleur que le F-16, le 2000 est un très bon avion, le F-16 est un très bon avion, les pilotes de 2000 sont de très bons pilotes, les pilotes de F-16, là aujourd'hui ils ont été moins bons. Mais, encore une fois, on inverse les avions. C'est un F-16 qui coiffe un 2000.
le résultat est le même. Le 2000 va se faire découper au canon. On part avec un tel écart tactique initialement que, encore une fois, même avec un avion à hélice, j'ai presque envie de dire, l'avion à hélice aurait eu un shot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre quand je fais des interviews ou quand je parle de matériel spécifique, il est du devoir du pilote de chasse de ne laisser aucune chance à son adversaire. Et là, le Mirage 2000 a parfaitement réalisé cette mission. Il est arrivé avec tout de son côté et c'était, on l'a vu, un TTK, Time to Kill, en secondes. Et vous voyez l'importance de bien préparer en amont. 90% du succès de la mission, c'est de la préparation. 90% du succès de l'interception, c'est de la préparation. Si vous arrivez à faire 90% de plus de préparation d'un combat avec votre adversaire que lui, je me balade et vous arrivez dans le soleil tout bien par derrière et tout, vous allez le massacrer en un temps record. Donc, en résumé, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. Le grec, clairement, très belle performance. Notre camarade turc s'est fait surprendre, on ne sait pas pourquoi. Si on devait les résumer en images, ça donnerait ça. This is Sparta! Boum! Voilà, un peu d'humour, ça fait pas de mal, c'est bientôt le week-end. Pour la petite histoire et les fans de ciné ou d'histoire, les Spartes ont perdu contre les Perses à la bataille qui est relatée dans ce film. Donc petit aparté, vous pouvez perdre une bataille mais gagner la guerre. Hein. Les Grecs ont gagné contre les Perses mais ils ont perdu certaines batailles. Donc encore une fois, quand vous faites quelque chose, quand vous allez au combat, vous pouvez perdre un combat, vous pourrez perdre une bataille. Ce que vous recherchez, c'est gagner la bataille finale. C'est pareil en personal development, c'est pareil façon confinement, vous avez peut-être certains jours sans, c'est pas grave, le but c'est de tenir dans la durée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Désolé de vous avoir eu et d'avoir mis la vidéo en anglais en premier. Je voulais faire quelques tests d'algorithme. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça serait vraiment top. Là, on arrive en 32 jours à bientôt 15 000 followers. Si vous partagez, moi, ça aide au niveau de l'algorithme de YouTube et tout. Ça nous permet encore d'accélérer. Plus ça accélère, plus je suis content. Plus je suis content, plus je fais de vidéos. J'ai des multitudes de sujets à traiter. C'est juste que comme vous, il faut que je dorme un petit peu quand même. Et j'ai tendance à enregistrer la nuit ou alors pendant la sieste des enfants. Donc, n'hésitez pas à partager si vous voulez soutenir la chaîne. Ensuite, toujours pareil, on a des cours en ligne sur l'aéronaval. 4h40 de cours qui vous expliquent tout sur le parcours d'un pilote de l'aéronaval. On a des cours sur la préparation des entretiens, plutôt axé militaire, mais également un petit peu civil. Ça peut vous aider même si vous voulez rentrer dans l'armée à une autre position que pilote, c'est plus de l'état d'esprit. Et je vais vous préparer des petits cours plus développement personnel autour des théories et des méthodes que je développe dans Débrief. Débrief qui est mon livre qui est best-selling sur Amazon en e-book et en livre papier. Si vous regardez dans la catégorie leadership, un jour c'est le bouquin qui est en tête. Le lendemain, c'est l'e-book. Ça fait 10 jours que ça dure, donc merci beaucoup. C'est quand même pas rien. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais pas que je finirais best-selling en leadership sur Amazon France pendant plus de 10 jours. Donc merci à vous. Et encore une fois, si vous ne savez pas comment soutenir la chaîne, bah, vous partagez un petit peu nos vidéos. Il n'est pas impossible que je vous fasse la traduction française de la scène d'ouverture de Top Gun. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse vraiment beaucoup, eh ben, je vous le ferai pour ce week-end. Sinon, demain, Rafale contre F-22. À très vite et merci à vous de nous suivre et de faire le petit succès là qui est en train de se passer. On était dans CNews, on a fait Télématin et on devrait faire de la télé ce week-end. Donc merci beaucoup. Stay safe, fly safe et prenez du recul. Et le mot de la fin c'est on briefe ce qu'on fait et on fait ce qu'on briefe.